Me revoilà parmi vous. Merci, merci infiniment, Jean-Marc, pour ce très bel exposé, ce panorama qui, alors évidemment, quand on est un peu du Champien, on n'est pas, voilà, on est un petit peu en terrain connu. Quand on ne l'est pas du tout, la première réaction est de se dire, mais enfin, de quoi tout cela nous parle. Eh bien, je pense que du Champien ou non du Champien, c'est le moment de laisser place aux questions. Est-ce qu'il y en a tout de suite ou est-ce que j'en... Oui, voilà. Charles, le micro. Merci beaucoup, Jean-Marc. Vous savez que on se connaît depuis longtemps et j'ai toujours, dès la première seconde où j'ai lu votre livre il y a quelques années maintenant, donc je dois dire pour ceux qui ne le savent pas que je suis l'ex-directeur de thèse de Jean-Marc, donc prof à Paris 8, sur René Girard. Quand j'ai lu son livre sur Duchamp, et moi qui suis pour le coup vraiment très ignorant, amateur au centuple en ce qui concerne Duchamp, j'étais absolument ébloui et c'est une sensation qui ne m'a jamais quitté. Et franchement, j'ai toujours pensé que c'était un grand livre et c'est avec un énorme plaisir que je vous ai réentendu aujourd'hui parce que je n'avais pas relu un livre pour l'occasion. Je me suis dit, je vais me laisser bercer. Ça va. Alors, j'avais quand même, en vous écoutant, du coup, j'ai eu quand même quelques questions. Donc, je vais regarder mes notes pour vous les poser. Ça va être très rapide, ne vous inquiétez pas. Et vous allez me répondre tout de suite si c'est de la naïveté totale ou si, bien sûr, si des gens ont déjà pensé 100 fois à cela. Et dans ce cas-là, il vous suffira de me le dire. Bon, donc sur Stirner, j'aurais eu éventuellement des questions, mais je vais les laisser de côté parce que ça ne touche pas à l'objet principal, je pense. Alors, je dois signaler pour les auditeurs que Jean-Marc Bourdin a été responsable de l'eau à Paris, et donc les affaires de chute d'eau et d'eau, eau et gaz à tous les étages l'ont concerné à une certaine époque. Je ne sais pas si vous le dites quelque part. Non, mais ma vraie question n'est pas là. Ma vraie question, elle est maintenant. Oui, j'ai réfléchi en vous écoutant et en regardant votre conférence, en l'écoutant, au titre, enfin, aux deux œuvres, La mariée mise à nu par ses célibataires même, et la dernière œuvre, je ne sais pas comment elle s'appelle, cette étant femme. Donné. Voilà. Étant donné, le chute d'eau et deux, le gaz. Voilà, étant donné. Écoutez, pour quelqu'un qui est très extérieur, qui est très naïf, qui n'est pas du tout connaisseur, et qui n'a pas donc pu se laisser peut-être embarquer dans trop de subtilité, ce qui est mon cas, il y a une chose qui me frappe quand je vois ces deux œuvres et sur laquelle vous n'avez pas du tout insisté, ce qui m'a un peu étonné quand même, c'est qu'à mes yeux, ce sont quand même d'une façon différente, toutes les deux, des allégories ou des images ou des dénonciations, je ne sais pas exactement, du viol. Parce que la mariée mise à nu par ses célibataires même, on voit très bien ce que signifie le titre. Vous avez une dame qui a refusé des hommes qui donc sont restés célibataires. Qu'est-ce qui se passe? Ils se vengent. Ils la mettent à nu. Ça veut dire qu'en réalité, ils la violent. Et c'est une histoire qui se trouve dans la vie courante, une espèce de ressentiment terrible. C'est pour ça que j'étais étonné que vous parliez à un certain moment de volonté de noces, etc., là où je ne voyais qu'une vengeance extrêmement brutale et barbare, c'est-à-dire un viol collectif commis sur une femme qui s'est mariée, mais pas avec vous. Et donc tous les célibataires viennent la mettre à nu, c'est-à-dire la violer. Et c'est pour ça que j'étais étonné quand vous avez dit à un moment que le tableau était hilarant. Pour moi, ni le sujet ni le tableau ne sont hilarants. Et ensuite, concernant la dernière œuvre, et j'irai dans le même sens, vous dites, on se demande un peu quel est le sens. Enfin, je veux dire, quand vous voyez cette image, il n'y a absolument aucun doute, vous avez affaire à la découverte d'un cadavre d'une femme qui a été violée. Enfin, le sexe est présent au premier plan, ouvert, abîmé, etc. Donc, vous avez encore une fois l'évocation absolument dramatique d'un viol, un peu à une image qu'on voit dans les revues, genre détective, etc., ou dans certaines séries américaines. Et donc, je ne vois pas tellement d'ambiguïté dans le sens de cette œuvre. Alors ensuite, il y a peut-être des ambiguïtés. C'est pour ça que je pense que le rapport avec l'origine du monde n'est pas bon. L'origine du monde, c'est une sorte de célébration de la féminité, etc. Là, pas du tout. Hein. Là, on a vraiment l'image d'un viol, c'est-à-dire une femme qui a été abandonnée et violée.
Et donc, je me demande, parce que c'est une question qui m'a souvent traversé l'esprit, notamment en pensant à Dostoïevski et à quelques autres œuvres, est-ce qu'il n'y aurait pas un viol caché dans l'histoire de Duchamp? Parce que j'ai souvent pensé que les artistes avaient une démarche compensatoire ou parfois de remords, parfois cachés, et qu'il y a peut-être, enfin, vous qui le connaissez très bien, moi je ne le connais pas, est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une affaire de viol qu'il aurait subi ou commis ou quelque chose dans ce genre-là? Voilà ma question. Alors moi, je suis pas sûr de. Je vous remercie d'abord de tout ce que vous avez dit. Alors, effectivement, j'ai dû être rapide dans la présentation à certains moments. Il y a naturellement des rapports forts entre les deux œuvres, même si elles apparaissent plastiquement extrêmement différentes. Je pense que La mariée mise à nu par ses célibataires même, effectivement, elle met en accusation les célibataires, mais il existe également une place, même si elle est en définitive inoccupée parce que l'œuvre est inachevée, pour le marié. Et le marié, en l'espèce, dans l'histoire du nu descendant d'un escalier, c'est Marcel Duchamp qui a réussi à faire une œuvre dont il sait qu'elle est bonne, dont il sait qu'elle a été très très vite réhabilitée dès l'exposition aux États-Unis de l'Armory Show. Donc, pour moi, le titre qui est important signifie plutôt l'exclusion du marié que la violence des célibataires qui ne sont pas parvenus à épouser ou pas parvenus encore à épouser la mariée, qui est la peinture qui donne accès à ces expositions et à sa présentation au public. Donc moi j'ai cette lecture-là effectivement qui m'empêche effectivement d'aller sur le terrain du viol. Alors étant donné la chute d'eau de le gaz d'éclairage, moi je pense que c'est plutôt la mariée dans une phase ultérieure qui était appelée dans La mariée mise à nu le pendu femelle, hein, c'est cette espèce de mécanisme désirant qui est elle-même a été en quelque sorte décrochée parce que pour Duchamp, il y a une idée que avec les abus de la peinture contemporaine, la renonciation à l'ensemble, à la perspective, à la couleur, à la lumière, à l'éclairage, etc. On est arrivé au bout du bout et donc la mariée est tombée. Elle-même, non seulement son œuvre à lui a été décrochée, mais la mariée elle-même est tombée, elle est là, elle gît, mais elle n'est pas morte. Moi, je suis persuadé qu'elle n'est pas morte, en tout cas, puisqu'elle tient encore en l'air le bec hour qui est censé éclairer la scène. Donc, elle gît, mais elle n'est pas morte. Elle attend probablement, à mon avis, une suite à l'histoire de l'art qui prendra sans doute d'autres formes que la peinture. Et c'est plutôt ça mon interprétation. Alors, sur l'histoire des poils et de la comparaison, effectivement, avec l'origine du monde, il faut dire Duchamp avait en tout cas, peut-être que c'est un élément d'explication, mais qui ne va pas jusqu'à l'idée d'un viol. Duchamp était réputé pour avoir un comportement a priori assez correct avec les femmes qu'il a fréquentées, un amant tout à fait doux. Il a juste été peu correct avec la femme qu'il a épousée en premières noces, avec laquelle il s'est assez mal comporté, mais je dirais pour encore quelque sorte des raisons pécuniaires probablement. En tout cas, moi, Duchamp était obsédé en tout cas par l'épilation. Il s'épilait lui-même. Il avait besoin que les sexes, y compris le sien, soient épilés. Et il ne supportait pas davantage les poils des tableaux, plutôt des pinceaux, pardon. Donc il y avait vraiment chez lui une obsession du poil qui l'a beaucoup inspiré, mais je ne pense pas
il appelait l'œuvre la Madone au chat ouvert. Enfin, je ne pense pas qu'il y a chez lui l'idée d'un viol concernant, mon interprétation, qui va être une interprétation pour le défendre ou je ne sais quoi, ou parce que je ne veux pas le voir, étant donné la chute d'eau et de le gaz d'éclairage. Il y a le côté, puis il y a le côté, la forte provocation d'obliger le spectateur à coller ses yeux sur ces deux petits trous pratiqués, donc il fait une sorte de binoculaire dans la porte, et donc s'imposer en voyeur. Puis après, il y a des tas d'autres conséquences, puisqu'en fait, le regardeur se fait lui-même regarder regardant. Enfin, et on peut regarder, une seule personne peut regarder à la fois l'œuvre. On est obligé d'être dans la position qui est la position qui a été choisie par l'artiste et qui est imposée par l'artiste, parce que sinon, on ne peut pas voir l'œuvre, alors que très généralement, on se déplace, même si les grands artistes ont un point de vue préférentiel et estiment qu'il y a une position et une seule qui convient pour apprécier convenablement leur œuvre d'art, leur toile. Mais bon, moi, je fais pas ce saut, mais l'avantage avec Duchamp, c'est que toutes les interprétations sont ouvertes, le mystère est complet, c'est ce que dit Anish Kapoor, et les œuvres conservent leur mystère, et donc une interprétation ne peut être exclusive. Désolé de ne pas pouvoir vous dire mieux. Ah ouais, merci Charles. Il y a une main levée, Monsieur Iturralde, Fernando Iturralde. Bonjour, merci beaucoup, Monsieur Bourdin, pour votre présentation sur Duchamp. En fait, j'avais une petite question assez conne, mais je vais la faire à la fin. Et je voulais maintenant faire une petite défense de l'hypothèse de Monsieur Ramon. Oui, voilà. Parce qu'en fait, le viol peut être psychologique chez Duchamp, c'est-à-dire si la femme, c'est l'art ou l'œuvre, on peut trouver le mécanisme que Girard décrit sur Othello à Le feu de l'envie, non? La plus aimée doit être donnée aux autres, non? Et parce qu'elle est devenue une pute, non? Quelque chose comme ça. C'est un peu l'interprétation que je comprends chez Girard de Othello, non? C'est ce qui le fâche le plus, c'est qu'elle soit la femme de tous les hommes, non? Alors ça pour faire ma défense de Monsieur Charles. Mais ma question c'était quelle relation il y aurait entre le titre du livre de Monsieur Duchamp et le titre du roman de Marcel Proust, parce qu'il y a le temps retrouvé aussi, non? L'idée du temps perdu. C'était ça ma question un peu conne, mais je restais. Alors, dans la chronologie, on a déjà une première réponse, c'est que dans les papiers et les petites notes que Duchamp a publiées, il publie ses premiers textes, il les écrit dans les années, ses idées lui viennent vers les années 1912-1913. Donc, effectivement, ils sont très largement contemporains, mais très probablement, Duchamp n'a pas lu au moment où il crée, il monte tout son système intellectuel, Proust. Je ne sais pas s'il le lira jamais. En revanche, il lit un certain nombre d'œuvres. Il les lit sans doute avec une certaine perspicacité, mais l'idée du temps
chez lui est une idée liée aux spéculations sur la quatrième dimension. Je crois que c'est une obsession des peintres déjà d'atteindre la troisième dimension sur des œuvres qui sont peintes en deux dimensions. Et il y a chez Duchamp la volonté d'aller vers une quatrième dimension. Et explicitement, il a reconnu bien volontiers que c'était un directeur, je crois, du Figaro, qui s'appelait Gaston de Pavlovsky, avait publié un roman de science-fiction en feuilleton dans un journal qui s'appelait Voyage au pays de la quatrième dimension. Et cette dimension N+1, qui est forcément d'une façon ou d'une autre liée à une représentation, en tout cas spontanément, c'est ce à quoi on pense du temps, et venait plutôt de ce type de source qu'une possible interaction avec Proust. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a forcément d'autres questions. Il y a des quantités de questions. Oui. Oui, je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Voilà, je n'ai pas, je connais pas bien Marcel Duchamp, parce que je serais plutôt d'avis proche de Gérard Garouste concernant je pense qu'il c'est plutôt une. Et il y a plusieurs. Et je suis aussi un peu d'avis de Charles Ramon sur la violence de Marcel Duchamp vis-à-vis, dans ses représentations, mais je pense que c'est une violence qui s'exerce aussi directement contre l'art en soi, contre l'art et contre. Il y a peut-être du ressentiment vis-à-vis de ses frères qui sont des peintres, qui sont restés peintres, qui ont été exposés alors qu'il a été refusé, sans doute. Je pense qu'il y a énormément de ressentiment et de violence dans cette œuvre, et que c'est effectivement une dimension qu'il faut souligner. Alors, je crois qu'il y a un passage entre... il faut mettre en relation cette volonté, à mon avis, de détruire l'art, je pense. Je pense qu'il y a vraiment... Et ce qui a été continué par l'art contemporain, je suis assez... Bon, c'est peut-être un peu radical comme position, mais il y a... je suis tout à fait consterné par une certaine forme d'art qu'on appelle l'art contemporain. Je suis un peu proche de Christine Sourgin sur ce plan-là. Et j'ai une autre... secondement, vous dites... que les arts incohérents, donc l'exposition de 1880, je crois, qui a été, qui comprend à peu près tout ce que l'art contemporain prétend inventer. Donc, par exemple, le premier ready-made qui s'appelle Combat de nègres pendant la nuit et pas dans un tunnel, date de cette époque-là, mais il y a aussi, pas ready-made, premier monochrome, mais il y a eu aussi des ready-made, on exposait un rideau avec un certain nombre d'objets de ce genre-là, les personnes qui ont exposé à ce moment-là, il y avait Alphonse Allais, des gens comme ça, qui étaient plutôt des humoristes, des gens qui avaient envie de se défouler contre une forme de conformisme peut-être de l'académisme, de même que Marcel Duchamp, je crois aussi, que beaucoup d'artistes de cette époque-là, n'ont pas été retenus par l'histoire de l'art. Donc cette première manifestation parce que la moquerie est assez évidente. Donc le fait qu'il y ait de l'humour, est-ce que le fait que cette première manifestation des arts incohérents, du fait qu'elle soit humoristique, qu'elle ne se prenne pas elle-même au sérieux, est-ce que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été retenue par l'histoire de l'art, alors que finalement, ce qu'on appelle l'art contemporain n'a fait que reprendre ce qu'ils ont inventé à ce moment-là. Donc il y a quelque chose que je voudrais comparer avec... alors il y a un roman de Kundera qui parle d'une scène qui est assez drôle. C'est des personnes qui vont dans une partouze et qui ont un fou rire. Alors, au milieu de la partouze, et alors là, ça casse tous les effets. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, c'est vraiment tout l'effet voulu, c'est-à-dire le plaisir, la partouze, ils sont éjectés parce que c'est absolument
on ne peut pas rire. C'est vraiment le seul endroit où il serait interdit de rire. Et je voudrais faire ce rapprochement-là. Je ne sais pas si je m'exprime, si cette idée, enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, peut-être sur les deux points. Alors je suis tout à fait d'accord sur le. D'ailleurs, je pense l'avoir dit à travers une citation de Duchamp sur la violence qui est faite à l'œuvre ou qui est à l'œuvre dans La mariée mise à nu par ses célibataires même, puisque je vous ai bien mis une citation en disant que je n'aimais pas vraiment cette. Duchamp dit quelque chose du genre, je n'aimais pas vraiment cette machine, mais il valait mieux lui faire du mal à elle plutôt qu'à un être humain ou à moi-même. Donc, il y a bien l'idée, effectivement, du transfert d'une violence qu'on peut prendre comme un ressentiment, mais moi que je prends en l'inscrivant dans la vie de Duchamp, qui est, selon certains, son chef-d'œuvre, c'est sa vie elle-même, qui en fait aboutit à une réconciliation avec ses frères, et je le vois plutôt comme une thérapie pour éviter de plonger et de rester dans le ressentiment et pour en sortir. Et d'ailleurs, il en sort complètement. Et effectivement, il continue à avoir des rapports très cordiaux. Un de ses frères meurt lors de la Première Guerre mondiale, Raymond Duchamp-Villon, le sculpteur. Avec l'autre, il restera en bons termes toute sa vie et il a des rapports très forts avec sa famille, avec sa fratrie qui est nombreuse. Donc, qu'il projette la violence dans cette œuvre-là, clairement, c'est cathartique. Et quand la façon de dire que c'est un tableau hilarant, c'est aussi une forme de violence. Il rit en fait de la situation, à la fois pour probablement se moquer. Alors, je n'ai pas détaillé. Par exemple, les témoins oculistes, pour moi, ce sont les gens qui ont décidé d'exclure son tableau de l'accrochage au Salon des Indépendants. C'est une forme là où il s'en moque, mais il rit aussi, je pense, de la façon dont il aurait pu se laisser prendre à ce jeu et au jeu du ressentiment. Donc pour moi, c'est plutôt une thérapeutique, et une thérapeutique qui est très réussie si on regarde le reste de ses rapports humains tout au long de sa vie, la façon dont il a aimé et été aimé des gens avec lesquels il a vécu, y compris dans toute la communauté artistique qu'il n'a jamais abandonnée. Je pense que son projet, ce n'était pas de détruire l'art, et son projet, c'était de remettre de l'idée dans l'art, parce que ce qu'il ne supportait pas, c'était l'art rétinien. C'était un art qui juste faisait impression sur la rétine, donc avec les impressionnistes, avec les fauves qui essayaient de faire changer les formes avec les cubistes, que sais-je, et puis donc ça culmine après dans l'expressionnisme abstrait. Et c'est justement à ce moment-là que l'œuvre de Duchamp prend une importance, parce qu'un certain nombre d'artistes new-yorkais, américains, John Cage, Robert Rauschenberg, en ont marre de cette espèce de fin de la peinture dans les œuvres de Pollock, etc. Et il va dire, mais non, il faut réintroduire de l'idée dans l'art. Et pour réintroduire de l'idée dans l'art, ils repartent de façon assez étonnante de l'urinoir de Fontaine, qu'il réédite, parce que donc je vous l'avais dit qu'il a été perdu, et c'est eux qui lancent la mode et qui s'emparent en fait du souci que Duchamp avait de rattacher, de mettre dans ses œuvres des idées plutôt que simplement des couleurs ou des formes, pour lancer quelque chose effectivement
qui sera pour le meilleur et pour le pire l'art conceptuel et qui débouchera sur ce que l'on connaît aujourd'hui. Je pense que Duchamp s'en serait pas réjoui parce que tout cela est retombé dans le même système de marché, etc. Et les idées ne sont pas véritablement créées, elles sont vite jetées et l'idée c'est d'en faire de l'argent, ce qui était totalement, radicalement opposé à sa vision. Mais je pense qu'il est fondamentalement pour l'art et il était très ennuyé par la façon dont évoluait l'art à son époque et c'est pour ça qu'il a témoigné dans la production de quelques-unes des œuvres qu'il a ensuite laissées à la postérité. Mais pour moi, alors pour le coup sur les arts incohérents, c'est ça, les arts incohérents sont entrés dans le jeu sans la prétention à devenir des arts, je pense, reconnus, sans prétention à la postérité. C'était un peu de la moquerie, comme vous l'avez dit, de ce qui était en train de se jouer. Donc, si on pousse l'impressionnisme jusqu'au bout, jusqu'où on va. Et donc, on arrive au monochrome. Mais il y a une autre façon d'arriver au monochrome, c'est la façon de Malevich, qui incontestablement est une démarche spirituelle, qui n'est pas du tout une démarche de moquerie et qui a trouvé à être respectée dans bien des cas. Et Duchamp est une espèce d'entre-deux. Il est à la fois, et il appelle ça, il a un terme assez étonnant qui s'appelle l'ironisme d'affirmation. C'est-à-dire certes, il est capable de rire, de se moquer, il aime ça, il fait des jeux de mots, il joue beaucoup avec les mots, il est drôle en société, mais il se veut aussi profond. Et je pense qu'il l'a été, il le révèle sans doute aussi à travers ses écrits, qui montrent mais il a une pensée qui est, je dirais, pro-art et pas anti-art. Il n'est pas il n'a pas du tout le projet de détruire l'art. Je pense qu'il a au contraire le projet de lui redonner un nouvel espace et de sortir de l'épuisement auquel il commençait à arriver dans la première partie du XXe siècle. Oui, Benoît. Oui. Ce n'était pas du tout le procès de Marcel Duchamp que je voulais faire. C'est pas, l'aspect psychologique n'était pas mon propos. Enfin, même si effectivement ça pouvait, ce que j'ai dit pouvait le laisser croire. L'histoire de la partouze racontée par Kundera, c'est justement ce sont les autres, c'est le milieu de l'art qui a pris au sérieux Duchamp et il s'est pris au jeu quand même. Enfin, il était, je pense, assez content de faire partie de, même si l'argent ne l'intéressait pas, le fait d'être exposé dans des musées, de pouvoir construire il était quand même bien soutenu par l'institution et je pense qu'il a bien profité. Enfin, il était tout à fait content d'être reconnu aux États-Unis. Donc, je pense qu'il se prenait. La différence, c'est que il a joué le jeu avec sérieux et que les autres l'ont pris au sérieux et donc c'est rentré dans l'histoire de l'art. Uniquement quand on prend les choses au sérieux. Et pour ce qui concerne l'art conceptuel, la seule façon de se prendre au sérieux, c'est de rajouter une explication en dessous, même si elle est mystérieuse, etc. Mais s'il n'y a pas le texte en dessous pour, tout le discours qui est derrière l'œuvre, l'œuvre ne se suffit jamais à elle-même dans l'art contemporain, dans l'art conceptuel, disons. Il faut qu'il y ait derrière toute une démarche intellectuelle qui la valide, philosophique, entre guillemets, et sans lequel cette œuvre n'aurait pas de pertinence. Donc, c'est ce démarche-là qu'il a inauguré. Donc, effectivement, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent. D'ailleurs, son talent aux échecs le prouve. Je pense que c'est certainement un grand joueur d'échecs, quelqu'un d'extrêmement intelligent. Mais il y a quelque chose là-dedans qui est, à mon avis, peut-être, on peut admirer ça, on peut trouver ça très créatif, tout à fait. Mais si l'art n'a pas si l'œuvre d'art ne parle pas pour elle-même, ne s'explique, n'est pas
c'est autre chose. Il s'agit de philosophie, il s'agit d'une pensée qui se sert de certains objets pour être, enfin, ce soutien de certaines manifestations autres que l'écriture pure, mais on est dans un entre-deux. Mais c'est un peu pour ça que moi j'ai dit que en définitive c'était plus une sorte d'anthropologue de l'art qu'un artiste lui-même. Lui-même d'ailleurs s'appelait un artiste, il s'appelait défroqué de l'art. Enfin, il s'est donné un certain nombre de surnoms ou de noms, de qualificatifs qui vont dans ce sens-là. Oui, je pense que c'est pour ça que j'ai dit à la fois c'est son plus grand succès et son plus grand échec, c'est qu'il soit devenu une sorte de… Alors que lui-même avait été démystificateur, il avait justement appris tout le monde à se moquer de la loi de la pesanteur, de cette espèce de jeu où on cherche d'abord le refus pour espérer la réhabilitation et la postérité. Son grand drame, finalement, je ne sais pas comment il réagirait aujourd'hui si on disait il y a un tiers des artistes qui comptent dans le monde, il y a un paquet de milliardaires, il y a des non-fungible tokens qui sont aujourd'hui créés. Je pense que pour lui, et tous ces gens-là se réclament d'une façon ou d'une autre de vous, je pense qu'il serait extrêmement malheureux. Parce que lui, justement, c'est pour ça que j'ai commencé aussi par ça, il se voulait unique, mais l'unique, par définition, il ne se veut pas avec ce type de postérité, et il aimerait que les gens qui arrivent après lui dans le monde, ou qui sont à côté de lui, soient eux-mêmes uniques. Parce que si on est cohérent en tant qu'unique, on n'est pas… tous les hommes sont uniques et doivent l'être. Et tous les hommes doivent avoir leur vie en leur pouvoir. Est-ce que la théorie mimétique, justement, ne dit pas le contraire? C'est-à-dire que l'unicité, enfin, cette volonté d'être unique est une illusion et… Bien sûr. Bon, d'accord. Oui, mais voilà. Donc, il y a déjà, dès le départ, une espèce de voie qui est sans issue. Et je pense que, d'une certaine façon, il a réussi à peu près son projet de vie. En tout cas, c'est comme ça qu'il l'a conclu. Il pense qu'il est devenu un individu à la fin de sa vie, en l'ayant mené comme ça. Et on peut peut-être lui donner raison. C'est ce que je fais en tout cas. Emmanuel ? Ton micro, Emmanuel. J'ai été contente que tu présentes la phrase d'Anish Kapoor, parce que je ne savais pas qu'il était si proche de Duchamp, mais en même temps, quand je comprends mieux l'œuvre qu'il a faite à Versailles, on retrouve bien les formes même de Duchamp en très grand. Oui. Et donc d'ailleurs, ça prouve aussi que toutes ces œuvres conceptuelles, on n'a pas forcément besoin de mettre des informations dessus, parce que ça ouvre aussi beaucoup de questions. Et je trouve que c'est aussi là le grand intérêt de l'art contemporain. Et alors, bon, je suis assez d'accord avec Charles sur les possibilités de questions que pose cette œuvre, et qui, moi, me frappe aussi dans ces les œuvres dont parlait Charles, c'est la présence également du viol. Et pour un peu étayer cette interprétation, moi, je suis allée à l'exposition, je crois que c'était la peinture même, la dernière exposition sur Duchamp, où on voyait, étant donné, une représentation qu'ils avaient refaite et qui était un peu vraiment frappante et très, très, très choquante. Il y avait aussi des copies qu'avait fait, je crois, Duchamp de Cranach, puisqu'il connaissait extrêmement bien tout l'art, comme tu le disais. Et je crois qu'il y avait des notations, je ne me souviens pas très bien, mais je me rappelle qu'il y avait des relations entre Cranach et Duchamp. Et on ne peut pas penser à Cranach et puis au viol de Lucrèce, il me semble. La présence pour moi des viols est très prégnante chez Duchamp. Ben, vous m'offrez les perspectives. Je ne savais pas si je me remettrais à… je ne sais pas si c'est des choses qui ont été…
C'est vrai qu'il va falloir que je regarde ça avec cette idée en tête et cette hypothèse, cette intuition. Oui, question. Vous m'entendez, non? Oui. Oui, Jean-Claude. Oui, donc au départ, vous avez cité René Girard, la phrase avec l'idée de ronde victimaire, donc le rapport avec la mariée qui est mise à nu par les célibataires. Il y a cette idée non, de ronde victimaire un peu Et donc c'est l'art qui est sacrifié Oui, je pense que c'est... si mon hypothèse est la bonne, pour moi, je vais revenir sur la mise à nu. En fait, une autre façon d'interpréter la mise à nu par ces célibataires, c'est de dire si on considère effectivement que Duchamp est le marié, donc l'exclu de l'œuvre, c'est de dire en fait la mise à nu, c'est le fait qu'on a enlevé des toiles et qu'on ait décroché les toiles qui étaient dans la salle d'exposition générée par la mariée qui les avait acceptées dans ce qu'on appelle la voie lactée, donc qui est l'espèce d'émanation de la mariée dans la partie haute du verre. Il y a 3 espaces vides qui s'appellent des pistons de courant d'air dans l'expression qu'a donnée Duchamp, et qui sont à l'endroit où 3 toiles étaient accrochées. Ces 3 toiles ont été décrochées. Et si on veut une explication assez terre-à-terre de ce titre, qui était présenté par Duchamp lui-même comme un non-sens, c'est de dire que la mise à nu, c'est vrai que c'est l'enlèvement des toiles dans le voile de la mariée ou dans l'espace que la mariée occupe. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, est-ce que pour le coup, par rapport au viol, alors moi, j'y vois une mise à nu avec l'enlèvement de toiles. L'espace dans lequel justement il y a cette absence de toile dans la représentation de la partie haute de la mariée, Duchamp dans ses notes, il dit accepter, refuser 3 fois, accepter, refuser 3 fois. Or, on a 3 vides. Et il dit ailleurs épouser, exposer. Enfin, si on met ensemble tous ces mots, on arrive à une idée que ce qu'ont fait les célibataires, c'est-à-dire ceux qui ont décidé que son œuvre ne serait pas exposée, c'est qu'ils ont enlevé une toile sur le corps de la mariée. Cette toile, c'était le nu descendant l'escalier. Donc moi, c'est comme ça que je le vois. Et je vois qu'il y a une espèce de coalition des artistes pour dire, donc les célibataires, donc effectivement, on peut aller jusqu'à une notion de viol, hein, en tout cas déchirer une agression à caractère sexuel en déchirant les vêtements de la mariée. C'est la représentation aussi de l'incident de 1912. Je suis désolé, je ne réponds peut-être pas à votre question. Très bien, très bien. J'aurais une autre interprétation. Jean-Luc Saladin. Bonjour. Vous avez vu dans la biographie de Duchamp qu'il avait fait un enfant à un de ses modèles quand il était jeune, enfant qu'il n'a pas élevé, et donc on pourrait interpréter ça, son rapport particulier, disons, à la sexualité, apparemment, pourrait être interprété comme la violence que la pulsion sexuelle l'a amené à avoir envers ce modèle, qui lui a fait donner la vie qu'il n'a pas pu élever correctement. Il a dû être porteur d'une culpabilité à l'endroit de ce bébé qu'il n'a découvert
que très tardivement. Voilà, c'est une interprétation de généraliste, de médecin de famille, Alors, dépositaire de 50 ans de secrets de famille. Donc, je ne doute pas. alors, le fait est tout à fait avéré, mais il y a un problème chronologique, c'est-à-dire qu'effectivement, il a fait un enfant à ce modèle sans le savoir, sans le vouloir parce qu'il ne voulait pas se reproduire, sans le savoir, il n'a découvert l'existence de cet enfant que je crois au début des années 1960, c'est-à-dire alors que cet enfant était devenu une femme, elle-même peintre, et il a essayé de l'aider à exposer un petit peu aux États-Unis notamment, mais il n'a pas refusé de l'élever ou de la prendre en charge parce que quand il a connu son existence, elle avait au moins déjà 45 ans. Il a quand même été au courant du fait qu'il avait eu un rapport sexuel avec son modèle. Et son modèle, lui a à l'époque, son modèle lui a peut-être lui a probablement fait savoir que son modèle, on peut le penser, a dû quand même lui faire savoir que tes œuvres avaient été. Oui, non, mais alors là, à l'époque, je veux dire. A priori, non. A priori, non. A posteriori, peut-être oui. D'après la façon dont l'histoire est racontée, moi, je n'ai jamais vu aucune source où on est dit qu'il était au courant qu'il était père dès 1915. Imaginez un modèle qui se fait engrosser par un peintre et qui n'irait même pas signaler au peintre que leur action a été fructueuse. Ça me paraît. Bon, non, sauf qu'il y a une. Non, enfin, voilà. Je ne sais pas. On n'aura jamais la réponse. Moi, de toute façon, il est possible que ces biographes, dans les biographies qui le signalent, elles signalent effectivement qu'il n'a été informé du fait qu'il avait été le géniteur de cet enfant qu'extrêmement tardivement, et qu'à cette époque-là, à ce moment-là, il a essayé de s'en rapprocher et de l'aider un peu, mais voilà. Donc, à mon sens, c'est pas forcément quelque chose qui était à l'origine de cette affaire. Il avait une idée où il considérait que la sexualité c'était simplement des échanges de plaisir entre les partenaires et que c'était quelque chose qui était à distinguer complètement de l'amitié. Et apparemment, il a réussi à établir avec les différentes femmes de sa vie un équilibre qui ne lui a pas valu de rancœur particulière. Quand vous avez un modèle avec lequel les peintres et les modèles, ils ont une intimité, même s'il n'y a pas d'intimité sexuelle, il y a une intimité forte. Bon. Vous avez un rapport sexuel. C'est bien que quand une femme a eu un rapport sexuel et est enceinte, elle le sait quand même très rapidement. Et donc, voilà, bon. Bon, je pense que c'est le moment où il a quitté l'Europe pour partir aux États-Unis. Je pense que c'est peut-être ça aussi qui a joué dans le fait qu'il ne l'a pas connu. Mais bon, tout ça serait à vérifier. Non, mais on ne saura jamais. C'est une hypothèse. Merci Jean-Marc pour le calme que tu gardes et que tu as gardé dans ton exposé, que tu continues à garder alors que Charles a allumé le feu tout de suite en cherchant quand même un secret que tu ne veux pas voir, en étant finalement devant le mythe de la vie de Duchamp, comme Lévi-Strauss devant certains mythes amérindiens où il ne veut pas voir le cadavre dans le placard. Tu as une espèce de calme et de précision, d'exactitude qui est tout à ton honneur, alors qu'on n'arrête pas de te harceler de tous côtés pour te faire accoucher du meurtre fondateur. Alors, je vais me remettre dans cette prestigieuse série et m'interroger avec toi, parce que je découvre en voyant tout ce que tu nous as montré, et Dieu sait si j'ai appris des choses dans ta conférence, une étrange image où on voit marqué Apollinaire enamelled. Quelque chose comme Apollinaire émaillé. Oui. Or, ce qui m'intéresse, c'est qu'on sait très bien que Apollinaire détestait les nus de Marcel Duchamp. Il évoquait les nus très vilains de Duchamp dans les années où Duchamp était un peu dans le fauvisme, dans l'impressionnisme, faisait un peu même de cubisme, commençait à s'initier à tout ce qui se faisait. Donc avant le nu descendant l'escalier,
Donc les nus très vilains de Duchamp, disait Apollinaire. Donc il y avait déjà comme un contentieux, comme de l'électricité dans l'air quand Duchamp peignait des nus. Et que se passe-t-il? Tu ne le dis pas. Pourquoi est-ce qu'il est refusé par ses propres frères? Alors on pourrait, le girardien pense évidemment tout de suite à Joseph et ses frères. Pourquoi est-il expulsé par ses propres frères? Tu nous dis expulsé du monde des cubistes, pris dans un devenir semblable. L'expression, girardisante laisse entendre quelque chose qui va du côté de l'indifférenciation ou de la similitude. Quel est le motif très concret de cette expulsion de Duchamp par apparemment le milieu qui est le plus à l'avant-garde, Apollinaire en est un bon exemple, et ses propres frères? Alors, sur les relations avec Apollinaire, c'est un peu plus complexe, hein. Apollinaire disait a dit Duchamp qu'il reviendra peut-être à Duchamp, effectivement, de créer quelque chose d'entièrement nouveau. Il avait eu cette intuition que apparemment Duchamp n'a pas pris non plus très au sérieux, cette sorte d'hommage qu'Apollinaire lui rendait. Alors, il y a un jeu sur Apollinaire, c'est un bricolage par rapport à une publicité des peintures Sapolin. L'évocation, je ne sais pas, c'est peut-être le moment où Apollinaire décède ou qui crée l'œuvre, je ne sais plus exactement. Néanmoins, sur le motif de l'expulsion, il y a deux motifs qui sont évoqués. Un qui était le motif officiel, c'est qu'on lui a demandé de faire disparaître le titre de l'œuvre. On lui a d'abord demandé de faire disparaître le titre parce qu'un nu ne devait pas descendre un escalier. De même qu'à l'époque de Manet, un nu devait être un nu mythologique, mais ne devait pas être un nu d'une personne commune, d'une personne. Donc il y avait encore cette position-là. Et la deuxième aspect qui, moi, me semble le plus profond et qui est l'aspect finalement que retient Duchamp dans son propre récit de l'incident, c'est, grosso modo, on lui a reproché les cubistes qui est en train de théoriser le cubisme, un cubisme un petit peu scolaire du type Glaise et Metzinger, lui ont reproché de mélanger le cubisme avec quelque chose qui était autre chose que le cubisme et qui était le mouvement, c'est-à-dire la descente d'un escalier. Un nu ne pouvait pas descendre un escalier, un nu devait ne pas bouger. Et un nu cubiste devait rester à une assemblée de formes cubiques. Donc c'est ça en fait qui lui a été. Il n'a pas sa place dans la section cubiste parce que c'est plus du cubisme, c'est autre chose. Donc voilà. Donc là aussi il y a un aspect de il fait plus partie de la famille. Et c'est vrai que c'est le moment où il commence un peu à dépasser, c'est-à-dire à faire autre chose. Il a passé, comme tu l'as très bien dit, une période de 4-5 ans à rattraper, à prendre tous les courants les uns après les autres, à la vitesse grand V, et puis à essayer toutes les écoles, et assez systématiquement avec des nus. C'était son sujet de prédilection. Et puis à un moment, il arrive avec 3 œuvres, une qui s'appelle Dulcinée, où il met 5 vues d'une même femme en train de se dénuder, puis jeune homme triste dans un train, c'est-à-dire lui en train de déambuler dans un train et en mouvement, et puis le nu descendant un escalier, il en fait un numéro 1, il en fait un numéro 2, et à ce moment-là, effectivement, il apporte quelque chose dont on peut penser ou dont on peut craindre qu'il est allé au-delà du cubisme. Enfin, les futuristes étaient déjà là. Oui, mais les futuristes, c'était pas, c'était autre chose. C'était juste la préoccupation du mouvement. Chez Duchamp, il y a effectivement quelque chose de plus composite et qui est le mouvement, effectivement, d'une œuvre qui reste d'inspiration cubiste. Mais Jean-Marc, vous ne pensez pas que dans cette affaire de 1912 au Salon des Indépendants, il y a
une affaire de leadership en peinture, parce que quand même, depuis le salon d'automne de 1905, les Fauves, enfin, il faut voir ce que l'on voyait au salon quand même. Moi, il y a quelque chose qui m'étonne dans la demande qui est faite à Duchamp, parce qu'il faut voir où en est le cubisme à cette époque, le cubisme de Picasso et de Braque. Alors c'est vrai que Picasso et Braque n'exposaient pas beaucoup, ils exposaient pas, c'est vrai. Bon. Mais enfin, on voyait leurs œuvres, et Picasso en particulier était quand même devenu une référence pour le cubisme. Mais si on pense par exemple à Kupka, il y a des tableaux déjà abstraits en 1912, il y a des choses qui sont très, très, très avancées. Et quand même, c'est étonnant que ce tableau ait fait l'objet. J'ai l'impression, moi, que tout n'est pas dit par l'entourage de Duchamp qui lui demande de décrocher son tableau. C'est pour ça que je me demande si on ne peut pas soupçonner quelque chose de l'ordre d'un problème de leadership, puisque bon, Apollinaire évoque la question du mouvement. Et la question du mouvement, à cette époque, elle est portée effectivement par les Italiens. Et si on regarde à l'échelle européenne ce qui est en train de se passer, ce qui est diffusé, c'est beaucoup plus la solution italienne. Par exemple, ce qui est diffusé en Russie, chez les avant-gardes russes, c'est beaucoup plus la solution italienne que la solution française. Or, voilà une sorte de jeune trublion qui viendrait en quelque sorte dans l'espace même du cubisme français, porter un coin, c'est le cas de le dire, avec Duchamp, puisque ça fait partie de ces objets, et donc mettre en péril en quelque sorte quelque chose comme peut-être une espèce de leadership français dans le concert européen des avant-gardes. Est-ce que ça paraît invraisemblable, ça? Moi, surtout, je pense que c'est la difficulté dans l'affaire, en tout cas, et pourquoi, c'est que les gens qui l'expulsent ce sont ses plus proches. Hein, c'est des gens le groupe de Puteaux, des gens qui se côtoient, qui se voient tous les dimanches ou presque, et qui d'ailleurs, donc ceux qui sont au comité d'accrochage, qui doit être Glaise et Metzinger, sont embêtés avec le jeune Duchamp et disent aux frères, à ces deux frères aînés qui sont assez largement ses aînés, hein, et qui sont déjà bien implantés dans la carrière artistique, d'aller leur demander aux petits frères de dire bon, bah, arrête, là tu es allé un peu loin dans la provocation, ou effectivement tu es sorti des clous, et ils sont dans une logique de théoriser. Grosso modo, je pense qu'autant Braque et Picasso étaient capables d'aller au-delà, de s'émanciper, n'étaient pas bloqués, d'autres artistes qui avaient je dirais, des capacités et une vision moindre pensaient que le cubisme tel qu'ils étaient en train de le théoriser, c'était l'aboutissement indépassable de la peinture. Duchamp venait leur montrer, ben non, il y a probablement, effectivement, il était allé très vite, il avait rattrapé tout son petit monde, et d'un seul coup, il connaissait aussi Kupka, hein, il le fréquentait, enfin, il y avait des influences tous entre les uns et les autres. D'ailleurs, à l'époque, il ne prétend pas à l'innovation radicale. Je pense qu'il prétend ni, à mon sens, ni à se faire expulser, refuser du salon des indépendants. Il souhaite simplement s'y présenter et montrer quelque chose effectivement d'ambitieux pour lui, qui est l'état de sa création à ce moment-là. C'est une démarche qui me semble purement personnelle. Et puis, bon, il se trouve dans cette situation et il ne réagit pas comme le commun des mortels. Il se retire, il dit, puisque c'est comme ça, je m'arrête et je deviens bibliothécaire à la bibliothèque Sainte-Geneviève, et puis je vais gagner ma vie autrement. Et après, ce qui se passe, le deuxième point d'étonnement, c'est effectivement à l'Armory Show à New York, Picasso est mal représenté. Il doit y avoir 2-3 de ses œuvres, mais qui ne sont pas extrêmement significatives. Et la foule estime que la chose marquante, c'est le nu descendant l'escalier.
et c'est ce qui fait un peu toute la différence, alors qu'il aurait pu rester peut-être dans sa bouderie, dans sa spéculation, ou d'un seul coup, il devient une vedette à New York, sans le vouloir, sans le savoir, sans avoir présenté lui-même l'œuvre. Les œuvres qui étaient exposées à l'Armory Show de Duchamp, c'est d'autres qui l'ont choisi et qui ont dit, bon, écoutez, si vous voulez des trucs de Marseille, c'est je ne sais plus si c'était un marchand d'art ou enfin quelqu'un qui a pratiqué le milieu, qui s'appelait Walter Pache, je crois, qui voit les œuvres de Duchamp qui traînent à un endroit où il est allé chercher d'autres œuvres pour les exposer à l'Armory Show. Il dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et il dit, bon, voilà, c'est le jeune Duchamp qui a fait ça. Et il dit, ben, écoute, je les embarque. Il les embarque. Et là-dessus, se focalise la passion. Mais enfin, d'une certaine façon, pour Duchamp, l'important, et pour la suite de la vie de Duchamp, et pour la suite de l'œuvre de Duchamp, c'est son expulsion de 1912. Mais pour son poids dans l'histoire de l'art, c'est à la fois le succès auquel il ne peut rien et qu'il ne recherche pas de l'Armory Show, qui en fait le parangon de l'art contemporain aux États-Unis à partir de 1913. Il y a des choses, c'est très excessif, mais on a dit que quand il a débarqué aux États-Unis et à New York en 1915, on a dit de lui, c'est la troisième personne française la plus connue après Napoléon et Sarah Bernhardt. Bon, à mon avis, aucun sens. Ça veut dire qu'on en parlait beaucoup, malgré tout, encore, 2 années plus tard, alors qu'il n'avait rien produit et rien envoyé de plus aux États-Unis. Il arrive aux États-Unis, il n'y arrive pas comme peintre et comme artiste, puisqu'il ne veut plus être artiste professionnel. Et on lui dit, on le recherche partout, on l'invite à toutes les fêtes, on veut recueillir son avis, etc. C'est comme ça que ça commence dans sa destinée. Mais le coup, effectivement, le jeune Duchamp dépasse les bornes et qu'il arrête effectivement cette provocation est gratuite. On l'écarte, oui, probablement. Mais de toute façon, le leadership, il était déjà tenu par Picasso et par Braque. Hein. Et puis, lui-même n'a jamais cherché à le contester. Oui, oui. Il était tellement en rivalité avec eux. Et même à un moment, Picasso a regretté que Duchamp ne vienne pas se mesurer à lui. Il aurait bien voulu qu'il y ait une opposition qui lui permette de triompher aussi de Duchamp, parce que ce qui était énervant, c'est que Duchamp, malgré tout, était dans la pensée de beaucoup des artistes de son époque. Il impressionnait beaucoup, tout en ne faisant rien, tout en étant retiré du milieu et en étant simplement un compagnon de route du surréalisme ou du dadaïsme. Mais c'est pas, enfin, il reste quand même plus que compagnon de route, puisque quand Breton veut relancer le surréalisme en 1947 avec son expo surréaliste, c'est toujours Duchamp qui, de New York, règle les choses avec Breton quand même. Il est toujours là, il a toujours une position singulière. Mais c'est ça, c'est ce que j'appelais, donc, de façon un peu, je reconnais, hein, j'ai poussé un peu le bouchon un peu loin, d'observation participante, c'est-à-dire qu'il est toujours sollicité, il répond toujours, mais par exemple, jamais il n'est un vernissage, jamais il n'est une inauguration, il est reparti. Il a fait le truc, il leur a donné des idées absolument invraisemblables. Il a proposé pour ces expositions de suspendre des sacs de charbon dans les cintres au-dessus de zéro. Donc la commission de sécurité était furieuse. Enfin, bon, il n'arrête pas d'imaginer des trucs, de rendre service, mais ce n'est pas des services rétribués. Et il répond présent, il répond en ami. Mais il est, pour moi, il ne produit pas une seule œuvre surréaliste. Et les œuvres qu'il produit sont des œuvres a priori pour lui, qu'il ne met pas sur le marché et qui sont le fruit de ses spéculations et qui font écho aux idées qui se développent dans son intelligence très particulière. Tu as parlé, pardonne-moi parce que c'est le côté biographique que tu maîtrises totalement et qui est très excitant. Tu as parlé face à son échec fondateur, enfin à l'échec de ce décrochage inaugural, il envisage de devenir bibliothécaire. Bon, ça m'intéresse. Et après, pourquoi est-ce que Duchamp, dans les années 20, va suivre assidûment des cours à l'école des Chartes? Ah ben ça, c'est une partie que j'ignore. Je ne sais pas exactement à
quelle époque. Je ne sais pas s'il a été jamais assidu à quelque chose, mais il est fort possible. Il va régulièrement suivre des cours. Donc, on est bien placé, enfin, les Girardiens sont bien placés pour savoir que ces cours sont ennuyeux, mais il y va assidûment pendant une certaine période et il envisage, face au refus dont il est l'objet, de devenir bibliothécaire. Je pense à certains bibliothécaires sulfureux, tu vois, comme Georges Bataille, par exemple. En fait, je pense qu'il y a aussi une succession de circonstances dans son existence, c'est-à-dire qu'il part aux États-Unis parce qu'il est profondément pacifiste et qu'il a été réformé, et donc il fuit l'ambiance de guerre qui existe en Europe et il pense qu'en se réfugiant aux États-Unis, il évitera ça. Et puis après, je ne suis pas sûr que ce soit dans les années 20 je pense qu'il doit suivre quelques cours, les cours d'archiviste au moment où il veut être bibliothécaire à Sainte-Geneviève, parce qu'après, quand il quitte le monde de l'art au début des années 1920, c'est pour se plonger à fond, comme ça a été évoqué, je pense peut-être par Benoît Hameau, dans le monde des échecs, où effectivement, il deviendra maître, il écrira un ouvrage avec un champion du monde, il est reconnu dans ce monde, mais il y a 20 ans de sa vie, grosso modo, et donc c'est à partir des années 20 jusqu'aux années 40, où il joue aux échecs à titre principal et où il donne des coups de main à ses amis qui le lui demandent pour monter des expositions, pour développer à Yale une sorte de musée de l'art contemporain. Voilà, il répond aux sollicitations, mais sinon son objectif principal, c'est de jouer aux échecs et de jouir de l'esthétique du jeu d'échecs. Donc voilà, pour moi, et s'il a pris des cours, c'est au moment où effectivement il se dit, c'est peut-être entre 1912 et 1914, au moment où il devient effectivement bibliothécaire, il doit certainement lire beaucoup d'ouvrages et regarder beaucoup d'ouvrages d'artistes ou d'histoire de l'art. Et puis ensuite, il quitte la France et aux États-Unis, naturellement, il ne suit plus de cours et je ne pense pas qu'il prenne des cours dans les années 20. Donc, je pense que c'était lié. C'est ce qu'il dit lui-même. Hein. J'ai décidé de prendre un métier, d'être bibliothécaire. Alors, une fois qu'il était bibliothécaire, il avait le bac, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Il devait y avoir peut-être 1% de la population qui avait le bac. Quand on avait le bac, on pouvait probablement espérer à un moment ou à un autre atteindre le niveau de l'école des chartes. Donc, c'était le domaine intellectuel dans lequel il pouvait aller. Oui. Il y a plusieurs questions. Voilà. Je crois que Charles Ramon avait levé la main. Mais vous avez... Voilà. Voilà. Non, c'était puisqu'on a reparlé des échecs, là, pendant que je vous écoutais tout à l'heure, je veux d'abord dire à quel point il ne faut pas ici me faire jouer le rôle de l'Oedipe inversé. C'est-à-dire je n'ai pas du tout cherché à apporter le moindre bémol à mon admiration pour son livre. Ce que je trouve de plus frappant dans le livre de Jean-Marc Bourdin, c'est comment il donne à voir cette espèce de disproportion extraordinaire entre de toutes petites causes et d'immenses effets. Voilà, et ça, c'est christique, enfin, si vous voulez. Bon, donc c'est pour ça que la théorie mimétique, ici, est quand même très intéressante. Donc, ce que je voulais juste dire, parce que vous avez parlé des échecs, c'est que je vais encore dire peut-être une chose qui est banale au dernier degré par rapport à Duchamp, peut-être que tout le monde sait, mais je vais vous faire partager mon écran, parce que j'ai quand même été frappé par quelque chose. Voilà, si vous regardez ce tableau, est-ce que vous voyez mon écran, là? Vous voyez les deux? Eh bien, il y a le tableau, comment dire, le déjeuner dans l'herbe. Le mannequin a exactement la position, si vous le faites faire une rotation de 90 degrés à peu près vers l'avant, de la femme qui joue aux échecs avec lui. Ça m'a beaucoup frappé. Je ne sais pas si vous voyez les deux tableaux. C'est tout. Là, on voit le... Oui. On voit juste on ne voit que le Manet, là. Ah, d'accord. Là, regardez maintenant un autre. Je vais partager autre chose, excusez-moi. Arrêtez. Nouveau partage. Voilà.
Vous voyez là le jeu d'échecs, non? Oui, oui, là, on a la photo, oui. Oui. Ouais. Voilà, si vous faites faire une rotation au manet de 90 degrés vers l'avant, pratiquement, si vous l'asseyez en quelque sorte, vous avez le déjeuner sur l'herbe. Enfin, c'est pour ainsi dire la même position. Elle a d'ailleurs aussi, parce que ce n'est pas le même bras, mais elle a le bras gauche qui tient sa tête, un peu comme l'autre, c'est le bras droit. J'ai été assez frappé de la ressemblance entre les deux tableaux. Enfin, les deux, le tableau et la reprise en jeu d'échecs. Bon, c'est tout, c'est juste une remarque. Alors, cette mise enfin, cette image, je crois, elle doit être tirée d'un film qui a dû être fait par un artiste qui s'appelle Kurt Schwitters, je pense, pour me souvenir. Il est fort possible que l'aspiration ait été là, mais ce n'est pas forcément Duchamp qui l'a eu. Hein. Il n'était pas forcément à l'initiative de cette mise en scène. Il y avait l'idée, effectivement, que le nu, en l'occurrence, se joue aux échecs avec Duchamp. Peut-être, encore une fois, la mariée, Duchamp, le marié. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les années 60, il refait toute une série de dessins qui s'appelait, je crois, des morceaux choisis, où il met en relation ses œuvres, l'histoire de son art, avec des grandes peintures de l'histoire de l'art. Et il y a effectivement du Cranach, il y a effectivement du Courbet, il y a Rodin également. Et donc, il y a tout un jeu de rapport entre les dessins qui correspondent à sa propre épopée artistique et de très grands dessins qui reprend à main levée, représentant des œuvres importantes et des artistes importants de l'histoire de l'art depuis Cranach. Oui. Micro. Micro. Comment? Ils vont. C'est bon là? Voilà. Oui. Ouais, par rapport aux États-Unis, une des sources qui est donnée dans Wikipédia pour le nu descendant l'escalier, c'est le tableau du pré-raphaélite, comment il s'appelle, Bernard Jones. Hein? Jones. Hein, c'est quoi déjà? C'est les Golden Stairs, hein, où on voit des anges qui descendent, des muses qui descendent un escalier. Peut-être qu'aux États-Unis, ils ont vu le rapport avec ça, je ne sais pas, non? Alors qu'en France, on ne l'aurait pas vu C'est la chronophotographie. Oui. Il y a ce tableau que vous connaissez, non? Qui s'appelle Golden Stairs, un tableau de 1880 de Bernard Jones. Et on voit des muses qui descendent du ciel, un peu, sur un escalier comme ça. Je pense qu'à cette époque-là de sa vie, il cherche, il est très préoccupé par le succès de la photographie, le succès du cinéma. Il se pose des questions, la beauté des objets industriels, et il se pose vraiment la question de ce qu'est en train de devenir l'art et de la place qui lui reste. Et je pense que, comme le suggère Jean Hérol, il va plutôt puiser ses références en dehors du monde de la peinture et de l'histoire de la peinture, à ce moment-là en tout cas. Et il est plutôt intéressé par la chronophotographie, donc la succession de photographies qui permettent de détailler un mouvement, le mouvement de quelqu'un qui fait du saut en longueur, par exemple, qui court, ou un cheval au galop, plutôt, me semble-t-il, probablement, que de chercher des inspirations chez les pré-raphaélites. Mais en tout cas, c'est souvent les thèses qui sont mises en avant sont plus souvent liées à la chronophotographie, aux problèmes que pose le cinéma naissant, et qui sont des choses qui l'intéresseront d'ailleurs, parce que ça pose vraiment le problème de l'incorporation du mouvement en peinture. Je ne sais pas comment vous montrez
Ouais, le tableau, on ne le voit pas là, donc je ne sais pas comment mettre ça. Mais il y a forcément des ressemblances. Effectivement, dans ce tableau, c'est l'occasion de mettre ensemble le futurisme et l'histoire de la peinture passée, non? C'est possible. Enfin, il y a un mouvement de descente d'escalier, la même chose. Ouais. Moi j'accepte le postulat selon lequel Duchamp, s'il fait quelque chose, c'est de nous inviter à l'interprétation et de nous livrer des mystères. Et donc là-dessus, ça peut être effectivement le jeu du détective sur mais où sont les sources? Comme ça peut être, est-ce que effectivement, comme l'a suggéré Benoît Hamot, on peut considérer que les arts incohérents ont précédé et pourquoi pas aurait été une inspiration. Moi, mon choix, c'était plutôt de le regarder à travers quelles étaient les préoccupations qu'il a exprimées tout au long de sa vie et qui pouvaient faire écho à ses productions plastiques et textuel. Mais il est possible qu'il ait connu cette œuvre ou pas. Et oui, là, on voit bien, donc c'est des muses qui descendent un escalier, c'est toutes les mêmes. Hein. Oui, je vois. Oui, le rapport avec la chronophotographie de Muybridge, on voit bien, c'est intéressant la mise en parallèle. Je pense que dans certains cas, c'est un peu aussi ce qu'il dit vraiment, je vous invite à lire, ça se trouve justement sur le site que j'ai indiqué à la fin de la présentation, le petit texte la conférence dite de 1957 du processus créatif est vraiment très intéressante parce que par exemple, elle parle de l'écart des intentions entre ce que l'artiste veut faire et ce que son œuvre restitue, c'est-à-dire que dans son œuvre, il y a des choses qu'il voulait faire, qu'il voulait mettre, mais il y a aussi des choses qu'il ne voulait pas mettre, et il y a des choses qu'il aurait voulu mettre, mais qu'il n'est pas parvenu à mettre. Et puis derrière, à nouveau, les écarts qu'il y a entre l'œuvre et les intentions de l'artiste avec la vision du spectateur, de celui qui recherche les sources, de celui qui recherche le sens, et tout le jeu, toute la conversation, tout l'intérêt, à mon avis, et du coup qui va au-delà de la moquerie dans ce cas, c'est de permettre une sorte d'impossible conversation en fait entre la postérité et l'artiste par le truchement de son œuvre et des péripéties que cette œuvre a connues et des interprétations qui se sont accumulées autour d'elle, qui se sont combattues et qui ont attribué probablement des sens à des œuvres. Et très souvent, le succès d'une œuvre d'art vient de quelque chose qui est très différent de l'intention que l'artiste y avait mis. Et c'est même peut-être une des clés d'un succès. Il est très rare qu'un artiste qui mettrait parfaitement ses intentions dans son œuvre produise une œuvre à succès. Sur ce point de l'inscription de Duchamp, disons, dans l'histoire de l'art, puisque bon, vous nous avez montré la façon dont Manet s'inscrit dans l'histoire de l'art, le dialogue qu'il établit avec des œuvres de Titien. Je crois qu'il y a un nom très important et qui correspond justement au passage à la Bibliothèque Sainte-Geneviève, très probablement, c'est Léonard de Vinci. C'est-à-dire que c'est le moment où les carnets de Léonard de Vinci sont publiés en facsimilé. Alors, par exemple, à l'infinitif, la roue comment on appelle ça, une roue à aube, là, qui est dans cette structure en perspective, elle vient presque directement des dessins de Léonard de Vinci, et il y a pas mal d'autres rapprochements possibles. Donc, effectivement, c'est quelqu'un, il a sa propre inscription dans l'histoire de l'art, mais qui passe effectivement par le concept, par l'idée, par le mot, et par ce qu'il appelle un art sec. Le dessin plus que la couleur, etc. Mais j'aurais voulu, Jean-Marc, alors moi j'aurais voulu insister sur ce qui me paraît être peut-être l'apport le plus fort de votre livre,
qui est la façon dont vous inscrivez, je reprends ce terme d'inscription, dont vous inscrivez Duchamp dans l'économie de l'art du XXe siècle. À mon avis, parce que bon, il faut le dire, là, Jean-Marc a écrit un livre sur Duchamp, après combien de dizaines et de dizaines de livres. Enfin, c'est sans doute l'artiste, plus que Picasso, c'est sans doute l'artiste du XXe siècle sur lequel on a le plus glosé, écrit, réfléchi, etc. Donc, c'est sacrément audacieux, Jean-Marc, d'avoir écrit un livre sur Duchamp. Et ce que vous y dites, même, bon, je ne prétends pas du tout avoir une connaissance de la bibliographie, parce qu'elle est trop vaste, mais j'ai l'impression qu'on ne le lit pas ailleurs, et c'est assez fascinant. C'est-à-dire que, au fond, c'est quelqu'un qui sent que les étalons sont tombés. Il n'y a plus d'étalons. Alors, bon, les étalons sont tombés. Bon, évidemment, vous voyez à quoi je fais allusion. Ce sont ces fameux maîtres étalons. C'est l'œuvre peut-être la plus importante qu'on puisse voir à Paris, puisque bon, tout est à Philadelphie pratiquement, et à Paris, il y a en particulier là, les trois, comment on appelle ça, les stoppages étalons. Bon, stoppages étalons. Voilà. Bon, c'est-à-dire, mais alors les étalons là, au sens fort de l'étalon en économie, l'étalon or, c'est-à-dire que il est vraiment le contemporain. Et je pense qu'il est celui qui le sent le plus et le mieux et qui le retranscrit complètement dans son œuvre de la fin de toute fixité. Et c'est ça d'ailleurs, à mon avis, s'il y a un fil conducteur dans l'œuvre de Duchamp, bien sûr qu'il y a l'érotisme, la sexualité, etc. Mais tous ces flux entre deux dimensions, ce qu'il appelle l'inframince, comment on passe d'une dimension 1 à une dimension 2, l'image fixe, l'image mouvante, etc. Ce sont tous ces passages qui l'intéressent pour montrer à quel point tout est dans le flux, rien ne peut plus être fixe. Et cette absence d'étalon, évidemment, c'est son inscription dans l'économie de l'art. Et là, votre démonstration, elle est éblouissante. C'est-à-dire que il renonce et d'une façon extraordinairement construite. Il construit sa vie pratiquement pour renoncer à participer à une économie de l'art. Et ça, c'est quand même très, très fort. Et alors, j'aurais envie, moi, de faire un rapprochement avec un livre, c'est Les Faux-monnayeurs de Gide, où en littérature, les faux-monnayeurs qui entraînent Gide à faire le roman du roman, c'est-à-dire le journal des faux-monnayeurs, un livre qui prend en compte justement cette nouvelle donnée, ce nouveau paradigme, si l'on peut dire, qui est l'absence définitive de fixité, d'étalons moraux, étalons... bon. Et Duchamp va jusqu'à inscrire la fin de l'étalon travail, qui était l'étalon économique du 19e siècle jusqu'à Marx. La valeur, c'était une valeur travail. Et au fond, sa façon qu'il a de faire des œuvres qui sont ou pas d'art, il bricole. Duchamp bricole. Bon, le bricolage, c'est un travail quand même très particulier. C'est une espèce de travail de faible intensité qui correspond peut-être d'ailleurs à un fond un peu de fainéantise de Duchamp. Je ne pense pas que ce soit... Il y a un peu ça quand même. Bon. Et cependant, ça produit quand même quelque chose. Mais cette production, elle prend en compte, encore une fois, elle s'inscrit, me semble-t-il, dans cet univers où il n'y a plus aucune borne qui soit de l'ordre d'un étalon extérieur au champ de la création, etc. Plus aucun phare, plus aucune borne, plus aucun repère. Duchamp est celui qui, sans ça,
et qui, voilà. Et alors, la question que j'aurais, ce serait de vous demander, est-ce que cette inscription d'une connaissance, c'est une question qui revient un peu de conférence en conférence, c'est-à-dire que, bon, il y a la théorie, hein, ça c'est une connaissance qui se sait connaissante en quelque sorte, et puis il y a les œuvres d'art. Et alors, bon, avec Duchamp, la question est compliquée parce qu'il écrit beaucoup, on sent qu'il cache des choses qu'il sait, etc. Mais quel est en quelque sorte le degré de connaissance de Duchamp, de sa propre position dans le XXe siècle artistique, etc. C'est-à-dire, et je finis là-dessus, au fond, j'ai un peu l'impression en lisant votre Duchamp que Duchamp est presque un peu pour vous ce que Shakespeare est pour, ou a été pour Girard, c'est-à-dire un théoricien, mais qui ne se sait pas théoricien de la théorie mimétique, en quelque sorte. Bon, voilà. Et quel est, selon vous, voilà, ce degré de connaissance que Duchamp peut avoir, ou bien est-ce qu'il y a une grâce qui permet la cohérence du système? Enfin voilà, c'est un petit peu ça ma question. Alors, par rapport à la question là, le problème de la perte des étalons, alors il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, il faut voir comment ça fonctionne. Stoppage d'étalons, c'était à l'époque où on portait des bas et où on les faisait repriser. Il y avait des magasins, des enseignes, on faisait du stoppage et on refaisait les talons des chaussettes, des bas. Donc ça veut dire que voilà comment une idée vient chez Duchamp. C'est-à-dire qu'il voit stoppage étalon, ça lui fait penser, mais on pourrait créer un nouvel étalon de mesure en jouant avec l'unité du mètre déposé à Meudon. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'il fonctionne, premier point. Deuxième point, sur l'histoire d'espèce de perte des repères, des étalons, c'est un peu même la structure de la mariée mise à nu par ses célibataires même. La partie du bas, la partie des célibataires, effectivement, c'est de la machinerie, c'est de la perspective bien dessinée. Et du côté du haut, du côté de la mariée, c'est au contraire quelque chose qui est en train de se distendre, de se distordre, de fonctionner avec des lois de la physique qui ont été, c'est écrit hein, dans ces petits textes, qui auraient été un petit peu modifiés, un petit peu perturbés, une sorte... il existait à l'époque des documents, enfin des petits recueils de physique amusantes. On se disait, et si les lois de la physique étaient un peu différentes, qu'est-ce que ça donnerait? Donc il y a vraiment cette idée, la représentation de la partie du haut, donc la partie mariée, est bel et bien une idée où les lois de la physique ont perdu les règles qui s'appliquent dans la partie basse de la mariée. Donc, du coup, j'ai perdu la fin de votre question. C'était… Alors, la fin de la question, c'était, selon vous, quel est en quelque sorte le degré de savoir? Alors, je pense que c'est une question impossible. Mais... Oui, alors, moi, ce que je postule dans mon essai, c'est que il a compris énormément de choses. Alors, à la fois, c'est au croisement, c'est assez bizarre parce que probablement de la façon dont il a lu Stirner et de la façon dont il a vécu dans de 1912, il s'est rendu compte d'un certain nombre de choses. Il en a tiré des conséquences radicales et notamment la volonté de se mettre en rivalité avec personne. Et la compréhension d'un certain nombre de ressorts, l'importance naturellement des machines désirantes, parce qu'effectivement, pour lui, comme vous l'avez dit, l'érotisme, c'est juste un isme comme un autre qui lui permet parce qu'il trouve que c'est une belle métaphore très commode pour parler du processus artistique. Et à mon avis, je peux naturellement bien me tromper là-dessus comme sur le reste. Donc, il dessine des machines désirantes. Il voit bien que le désir est au cœur
du processus créatif et du processus qui conduit à la postérité, qui amène les artistes sur le marché, qui leur confère du succès ou pas, et il l'analyse et il le comprend, et il le comprend suffisamment, je dirais, pour son usage personnel. Ça n'en fait pas pour autant un philosophe qui va l'exprimer ou qui saura l'exprimer, mais il en aura tiré quelques conséquences utiles à sa vie et à sa pratique. Et aussi, il le théorise quand même. Il n'a pas tant d'écrits que ça, hein, mais d'écrits, je dirais, qui sont. Il a des écrits qui sont liés à ses réflexions préalables, mais qui, grosso modo, sont complètement abscons et ne sont compréhensibles que par lui. C'est des notes qu'il prend pour réfléchir. C'est pas fait pour être communiqué au reste du monde, même si à la fin, il fait le choix de les mettre à disposition dans différentes éditions tout au long de sa vie. Mais pour moi, et là-dessus, il reste cohérent avec son idée d'être unique, c'est-à-dire que son sujet, c'est pas tellement de transmettre aux autres son savoir, c'est ce qu'il a acquis. Il essaye de le pratiquer en pensant que c'est bon pour sa vie et c'est bon que ça ne nuira pas aux autres. Et je crois que c'était Henri-Pierre Rocher, qui était un de ses grands amis, l'auteur de Deux Anglaises et le continent et de Jules et Jim, qui disait que sa vie était sa plus belle œuvre. Et je pense qu'il y a beaucoup de ses contemporains qui étaient très impressionnés par la façon dont il a conduit sa vie. Il a réussi, se être un des seuls à avoir réussi toute sa vie à ne pas se fâcher avec Breton. C'est des choses absolument étonnantes. Il est resté très ami avec Dali et il ne s'est jamais mis en opposition avec quiconque parce qu'il n'avait pas besoin de vaincre. Il n'avait pas besoin de gagner non plus. Je pense que de ce point de vue-là, c'est une lecture intéressante de Stirner. Et au fond, il y a une sagesse. C'est possible d'être unique sans nuire aux autres. Il y aurait quelque chose comme une sagesse de Marcel Duchamp, selon moi. Voilà, sagesse de Marcel Duchamp. On pourrait peut-être finir là-dessus. Qui veut prendre la parole. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, alors Jean-Marc, c'est clair, j'ai retrouvé. Oui, bonjour Claire, je reconnais ta voix, je ne vois pas ton visage. J'ai été tellement contente de retrouver tout ce que j'avais entendu lors de ta soutenance de thèse. Je voulais juste, parce qu'il se trouve que j'ai son livre sous les yeux, et je trouve que ça répond en partie à plusieurs questions que vous avez posées sur l'intelligence qu'il avait de sa production artistique, notamment sur les machines. Enfin, c'est un extrait d'une correspondance qu'il a envoyée le 6 février 1950 à Michel Carrouge. Et c'est très court, mais je vais vous le lire. Donc, tu sais, c'est le livre « Les machines célibataires » où Michel Carrouge revient sur la mariée mise à nu par les célibataires même, mais aussi sur la machinerie du château des Carpates de Jules Verne, sur toutes les machines, sur toutes ces machines dites célibataires, telles qu'on peut les voir dans différentes œuvres d'écrivains aussi différents qu'Edgar Poe, Jules Verne et évidemment Marcel Duchamp. Alors voilà ce qu'il répondait à Carrouge le 6 février 1950. Mes intuitions de peintre, qui d'ailleurs n'ont rien à faire avec le résultat profond dont je ne peux pas être conscient, étaient dirigés vers des problèmes d'une validité esthétique, obtenus principalement dans l'abandon du phénomène visuel, tant du point de vue des rapports rétiniens qu'au point de vue anecdotique. Et la fin, qui je trouve assez savoureuse, mais très sibylline, mais qui en dit long. Quant au reste, je puis vous affirmer que l'introduction d'un thème de base expliquant ou provoquant certains gestes étant entre guillemets, de la mariée et des célibataires ne m'est jamais venu à l'esprit. Mais il est probable, et là je pense que Charles Ramon va avoir tout l'intérêt, mais il est probable que mes ancêtres m'ont fait parler, entre guillemets, parler, comme eux, de ce que mes petits-fils diront aussi. Cordialement à vous, Marcel Duchamp. 6 février 1950. Voilà. D'accord. Et je trouve que c'est intéressant quand même
parce que moi, j'y vois quand même, à travers tout ce que tu as soutenu, j'y vois un discours assez sibyllin, mais qui est quand même là, sur la lecture qu'on peut faire de son œuvre, mais qui reste ouvert, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais là, 1950, la conférence sur le processus créatif est de 1957. Donc, oui. Il a déjà toutes ces idées en tête et c'est l'idée qui se fait du processus créatif et processus qu'il fait partir de très loin et qu'il fait aller jusqu'à la postérité. Quand il parle de mes petits-enfants, en fait, il n'a pas de petits-enfants. À l'époque, je pense qu'il ne sait pas encore qu'il a été père biologique et il n'a pas encore épousé Tini Slater, sa deuxième femme, qui elle avait 3 enfants avec lesquels il a établi de très bonnes relations. Donc ses enfants, je dirais, ces beaux enfants qui étaient déjà plus ou moins adultes lorsqu'il a épousé sa deuxième femme, il ne les connaissait pas. Donc quand il parle de petit-fils, il parle de la postérité. Voilà, bah c'est bien c'est bien ainsi que je l'avais entendu, ouais. Mais je trouve que sa réponse à Michel Carrouge, elle est quand même bien signifiante. Oui, absolument. Et salut. Voilà, c'est tout. C'est un bonheur de t'entendre. Ça m'a fait plaisir de t'entendre. Ça a été un bonheur, vraiment. Merci. Oui, j'aurais juste voulu préciser que la comparaison avec les arts incohérents ne concernait pas Marcel Duchamp, contrairement à ce que peut-être j'ai laissé croire, mais la prétention disons, de l'art conceptuel qui s'inspire parfois, de Duchamp, à créer du nouveau. Voilà. Et que la question était de savoir, pour être intégré faire partie de l'histoire de l'art, pour être reconnu aussi dans ce milieu, y compris financièrement, l'idée c'était qu'il fallait se prendre au sérieux. Et je crois que Marcel Duchamp se prenait très au sérieux, en fait. Et que son œuvre est sérieuse aussi. C'est pas du tout... tout cela n'est pas incompatible, mais qu'il y a une espèce de piège, qu'il a ouvert quelque chose qui est devenu, et je pense qu'on est d'accord voilà, sur cette question-là, c'est que malgré lui, sans doute, il a enclenché quelque chose qui est devenu un peu monstrueux finalement, enfin un peu destructeur, je crois, de l'art. Et après, la question de la violence reste ouverte. Enfin, on en a suffisamment parlé, je ne vais pas continuer là-dessus, mais il y a quelque chose aussi de cet ordre-là, mais ça, je ne le connais pas assez. Enfin, je te laisse. Ce que j'ai lu dans votre livre, ce que je retire, ce qui m'a le plus frappé, c'est la fascination apparemment qu'il exerçait sur ses proches, sur son entourage, et dont vous témoignez aussi. Je remarque, on sent qu'il y a quelque chose c'était certainement quelqu'un qui avait une aura personnelle extrêmement puissante, et que c'est ce qui est sans doute au-delà de son œuvre, ce qui est la raison de son succès. Enfin, c'est ce qui me semble pouvoir être établi. Je ne sais pas. Oui, très certainement. Je pense que c'est pas. Je pense que tout le monde aurait été d'accord. Enfin, il a eu un effet. Bon, d'une certaine façon, en accréditant le ready-made, en étant utilisé, parce que ce n'est même pas lui qui était à la manœuvre, à l'initiative dans les années 50 pour lancer l'art conceptuel. Hein. Lui, il a fait son truc parce que ça l'intéressait et son imagination vagabondait ainsi. Mais il ne s'agit certainement pas de fonder une école pour lui. Et effectivement, je veux dire, pour que le comportement de Marcel Duchamp réussisse, il fallait avoir tous les prérequis que lui s'était appliqué à avoir, c'est-à-dire de ne pas faire commerce de son art, de bricoler, de ne pas chercher plus que ça à impressionner. Je pense qu'il était effectivement assez sûr et conscient
ses qualités intellectuelles que tout le monde lui reconnaissait. Il était à l'évidence marqué par le fait qu'il exerçait une fascination. Quand il arrivait dans un lieu, apparemment, tous les regards se tournaient vers lui. Ce n'était pas lui quelqu'un qui prenait facilement la parole et qui se mettait en vedette, semble-t-il. Hein. Il cherchait pas, c'était l'anti-Dali d'une certaine façon. Il n'était pas extravagant dans son comportement. Et pourtant, il y a des gens qui dégagent une aura et qui provoquent la fascination. Alors, s'il est allé dans ce sens-là, c'est qu'il a produit des œuvres mystérieuses qui en rajoutent à ce caractère fascinant. Et après, il a eu un impact, à mon avis, qu'il ne souhaitait pas vraiment et qui en fait une personne remarquable du XXe siècle parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il a eu une influence que tout le monde, qu'il est difficile de ne pas lui reconnaître, y compris pour Garouste, quand Garouste dit moi je ne le suis pas. Et on va peut-être arrêter. Alors il y a quelque chose qu'il faut lui reconnaître aussi, c'est d'avoir battu un record, le record de la longueur de la conférence. Voilà. Et surtout des échanges, hein, ce qui montre bien, ce qui est bien la preuve de quelque chose d'ailleurs, hein, réellement, toutes ces questions, toutes ces interrogations qui nous ont permis d'arriver à l'heure qui est. Oui, et remercions encore Jean-Marc pour son calme et la perfection de ce qu'il nous a donné.